Bonjour et bienvenue dans mon émission Épicerie Fine. Je vous amène une nouvelle fois à la découverte d'un produit d'exception du terroir français et de son producteur. Aujourd'hui, je vous propose une recette autour de la cerise de Venasque. Mais avant, découvrons les secrets de sa production. Au nord de la Provence, le département du Vaucluse abrite la plus grosse concentration de cerisiers de France. Ici est née en 1978 la première marque haut de gamme de cerises, la cerise des monts de Venasque. Grâce à un climat sec mais plus frais, un sol fertile et un savoir-faire développé depuis 2 siècles, la cerise de Venasque se distingue de ses consoeurs par sa couleur, sa rondeur et son calibre. Elle est aussi très sucrée et parfumée. Jean-Frédéric, Bonjour Guy, vous allez bien? bien et vous? Ravi de vous accueillir Merci alors. au milieu de ces vergers de cerises. On est à côté du Mont Ventoux là. On est juste à côté. C'est le mont mythique de la région. C'est le géant de Provence. Est-ce que c'est lui qui, entre autres, vous permet d'avoir cette qualité de cerise? Est-ce qu'il... Hein, Oui, surtout, le plus qu'il nous apporte, c'est des températures fraîches en pleine saison, c'est-à-dire au printemps, surtout la nuit. Et ce qui permet à la cerise, malgré les chaleurs de la journée, la nuit, elle profite de cette fraîcheur pour se développer, mûrir et surtout se conserver. Parce que ce que la cerise apprécie pas trop, on va dire, c'est quand il fait des températures trop chaudes tout le temps. Alors que là, l'écart de température favorise beaucoup sa texture, son aspect et sa qualité. Le sol où poussent ces cerisiers, donc c'est un sol qui est quand même spécial, mais est-ce que vous l'entretenez tout au long de l'année? C'est un sol qui est argilo-calcaire, disons de terrasse du Ventoux. C'est un sol où le cerisier se plaît beaucoup, parce que le cerisier craint l'humidité, c'est un sol qui est filtrant. On a pu avoir de l'irrigation, ce qui nous permet d'aller loin dans la saison, parce que les arbres font leurs réserves, et comme on a souvent des mois de juillet et août très secs, avec l'irrigation, on compense le manque d'eau, ce qui fait qu'on a des vergers dont le potentiel est toujours le même. Est-ce qu'il y a des engrais, Bon, l'engrais, c'est souvent des engrais organiques à base de fumier de mouton, ou c'est pratiquement ce qui se met, c'est généralement ce que tout le monde utilise. Et puis, il n'y a pas très peu de traitement, voilà, à part quelques-uns spécifiques, mais bon, ça, c'est comme tous les fruits. Bien sûr. Donc là, vous avez planté donc, des nouveaux... C'est une nouvelle plantation. Comme on avait, disons, des fruits en production assez importants, on essaie par des nouvelles techniques de raccourcir le délai de mise en production. Parce qu'en général, c'est quoi, 8 à 10 ans sur un cerisier Disons, on va dire en moyenne 8 ans. 8 ans, c'est ça. 8 ans, oui. Alors que là, on a éclairci les arbres. Ouais. On laisse les charpentières qui, l'année prochaine, devraient avoir des bouquets à fruits. Ça, c'est un arbre qui a 2 ans, en 2e année. L'année prochaine, ce sont des yeux à bois qui devraient se transformer en œils à fruits, suffisamment écartés pour que la lumière pénètre. Et on espère, dans 2 ans, avoir une récolte. Bon, vu le volume de l'arbre, on n'aura pas... mais disons, si on a déjà de 5 à 10 kilos sur un arbre qui a 4 ans, on aura déjà fait un grand pas dans la technique. Dans la technique, mais en général, donc un cerisier, il porte combien de... Un cerisier en pleine production, on arrive de 40 à 60 kilos de cerises par arbre. D'accord. Bon, il ne faut pas non plus aller trop, parce que le calibre est fonction de la charge. Voilà, donc on régule la charge par la taille. Donc le calibre par la taille et par la charge, voilà, ça fait que... Ça, c'est dans le protocole que vous avez mis en place entre vous, oui, c'est ça? Nous, oui. Donc il ne faut pas Alors ça ne sert à rien, en fin de compte, qu'ils produisent trop, si la taille est trop petite. Parce que s'ils produisent trop, on a énormément de mal à faire du calibre. Ouais. Et bon, malgré le fait que ce ne soit pas le calibre qui fasse la qualité du fruit, bien sûr. mais bon, le consommateur, il achète à l'œil, et c'est sûr qu'une cerise qui fait 22 mm, c'est beaucoup moins attrayante qu'une qui fait 26 ou 28, même si gustativement, qualitativement, c'est la même. Parce que l'arbre, elle est cueillie sur le même arbre, elles ont toutes la même qualité, mais bon, c'est vrai que... Ouais, visuellement, ça donne moins envie.
Mais alors, est-ce qu'un arbre, par exemple, qui a 30 ans, est-ce que la cerise sera meilleure qu'un jeune arbre qui a une douzaine d'années, ou est-ce que la qualité... Non, c'est pas de la vigne, c'est pas du... Ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, ça n'a strictement rien à voir. La qualité, c'est le travail, le sol, le vent, le sol, le savoir-faire, souvent la météo maîtrise. Et la maîtrise technique. Ouais. La région compte aujourd'hui 110 producteurs de cerises de Venasque, 5 à 6 fois plus qu'il y a 30 ans. Les producteurs se sont regroupés et ont déposé leur marque pour préserver leur savoir-faire et leur terroir. Là, on a différentes variétés alors. Oui, là on a 2 variétés qui sont Summit et Folfer. Alors je vais vous les présenter. Là vous avez Summit, qui est une cerise qui est à maturité après Folfer. D'abord on va voir l'écart avec l'autre. Qui est une cerise qui a une légère forme de cœur, qui vient environ une quinzaine de jours après Burlin. Et ça, c'est comme ça, disons, que se définissent les époques de maturité. Et qui sera mûre, disons, là, c'est une cerise qui supporte encore 8 jours sur l'arbre. Et ici, on a un Folfer, qui est légèrement plus, qui est une cerise ronde, et qui est à maturité, disons, un peu plus avancée, qui se situerait 4 jours avant l'autre. C'est-à-dire une dizaine de jours après Burlin. Donc là, ces cerises aussi, c'est sur une période, en gros, de 2 mois, c'est ça hein, entre le début et la fin de la saison. Oui, environ 10 semaines. 10 semaines. Ce qui fait sur 5 variétés, ça fait à peu près 2 semaines chacune. Bon, après, il y en a, ça se chevauche, mais disons, c'est à peu près, en gros, c'est ça, quoi. Entre le mois d'avril et le mois de juin, durant 4 à 6 semaines, l'heure est à la cueillette, forcément manuelle. Impossible de mécaniser ce geste ferme et précis. On va se mettre là. On choisit dans les branches. Et puis pour cueillir la cerise, on choisit, disons, déjà le bouquet qu'on veut prendre. Ouais. Et puis il ne faut jamais tirer dessus parce que tirer, il ne viendra pas. Donc on prend la cerise et on la retourne légèrement en arrière. Ah, ok. Et puis hop, voilà. Parce que si on tire dessus, elle a du mal. Bon, nous on le fait parce que... Mais, parce que vous avez le droit de le faire. Non, voilà, mais les ouvriers n'ont pas le droit. Non, c'est parce que souvent le bouquet vient avec. Si on tire trop dessus, vous voyez, on arrache le bouquet. Et une fois qu'on a arraché le bouquet, bon, bien sûr, l'année prochaine, il n'est plus question qu'il fasse de cerise, puisqu'il va partir. La couleur est vraiment capitale, parce que quand le fruit sera mûr, donc il aura presque une couleur noire, un rouge brillant, mais qui va aller sur les couleurs plus sombres du noir. Et là, on sait qu'on aura un fruit de qualité, bien sûr, il ne doit pas être talé, il doit respirer la fraîcheur. Et s'il y a les tiges, eh bien, la tige ne doit pas être sèche. Parce qu'une fois que la tige, qu'on voit qu'elle est vraiment sèche, ça veut dire que le fruit a déjà été cueilli depuis un certain temps. Maintenant, avec ces arbres qui sont moins hauts, je dirais que les arbres qui ont bercé notre jeunesse, c'est tout simplement pour faciliter la cueillette, c'est ça? Oui, c'est parce que nous, disons, on s'est aperçu qu'on a commencé, disons, à les tailler il y a, on va dire, une quarantaine d'années. Et petit à petit, c'est dans l'évolution et la maîtrise de production où c'est qu'on s'est mis à tailler les arbres, déjà pour réguler la charge, et puis aussi pour la cueillette. Parce que quand vous avez quelqu'un qui est obligé de monter à 6 mètres de haut, bon, tout le temps qu'il met pour monter, descendre, et la fatigue et tout, alors que maintenant, on essaie d'aller vers des vergers piétons, ou ce qu'on appelle piétons, c'est-à-dire où on cueille pratiquement tout du sol. Ouais, c'est un confort. Ben, puis ça nous a permis aussi de maîtriser la charge, et en taillant, de ne pas avoir des arbres comme ce qu'on appelait des vergers platanes. Ouais, c'est ça. Voilà. Un cerisier, en général, toutes les cerises sont à peu près en même temps mûres, c'est ça, hein, il y a un décalage. Il y a un décalage dans la maturité, c'est-à-dire vous avez toujours les cerises du bout et de l'extérieur de l'arbre qui ont, disons, 2-3 jours d'avance par rapport à celles qui sont sous les branches et bien entendu à l'intérieur et à l'ombre. Et en même temps, c'est bien pour vous parce que ça permet de réguler le marché, que la production soit différée dans le temps. C'est bien parce que ça nous permet déjà d'étaler la récolte. En plus, quand on enlève des cerises, la première passe, disons, les autres profitent du fait qu'il y ait moins de cerises, l'arbre, donc les cerises regrossissent encore un petit peu.
Et bon, le seul défaut qu'on peut dire, c'est qu'il faut faire plusieurs passages. Pour avoir une qualité optimum, c'est qu'à ce prix. Voilà, ce qui nous permet, là, bon, mais vous voyez, les cerises, elles ont pratiquement toutes la même couleur, la même forme. Et voilà, c'est ce qui fait aussi partie de la qualité de la cerise des Monts de Venasque. Les 600 cerisiers de Frédéric lui demandent ainsi qu'à ses ouvriers agricoles une attention constante. Une fois sélectionnées, ramassées et triées, les cerises quittent le verger pour gagner la petite unité familiale de conditionnement. Avec environ 10 000 tonnes de cerises récoltées par an, le Vaucluse produit 80% des cerises françaises. Après, elles vont être séparées parce que pour être calibrées, elles sont obligées de passer une par une dans les bandes de calibrage. Et là, elles vont tomber dans un séparateur hydraulique. Afin qu'elles soient séparées, la pression d'eau les fait écarter au pédoncule et elles se séparent proprement en haut. Le tri et le calibrage des fruits doit se faire rapidement. 24 heures après la cueillette, les lots de cerises sont expédiés vers leur réseau de distribution. Là, les cerises arrivent du séparateur, une par une, et elles passent dans les bandes de calibrage. Elles tombent dans différents endroits en fonction du calibre que les cerises ont. Et les couloirs les amènent au bout de la machine pour être acconditionnées. Le calibre minimum est de 24 mm, ce qui est déjà supérieur à la norme standard. Mais dans les monts de Venasque, la cerise peut encore être plus charnue. Question de goût, elles n'ont pas de différence. Par contre, c'est sûr que dans le prix, on s'y retrouve parce que bon, le gros calibre est beaucoup mieux valorisé que le petit, au détriment de beaucoup de choses peut-être. Mais bon, c'est comme ça, c'est la consommation qui est comme ça. La cerise est présente à l'état sauvage en Europe depuis l'époque néolithique. On commence à la cultiver en France au Moyen-Âge. C'est sous Louis XV qui en raffole que sa culture sera intensifiée. La cerise, je crois que c'est un produit qui vient de Chine et qui a été transporté en Europe par certainement, donc ça a été transporté, c'est à l'époque des rois, donc c'est peut-être pas très vieux, et c'est venu jusqu'en France. Et bon, le terroir se prête ici. Elle n'est pas très vieille quand même, c'est pas un fruit très vieux, contrairement au citron, à d'autres produits qu'on retrouve, comme le raisin qu'on retrouve dans l'Antiquité. Nos grands-parents l'avaient, on la retrouve dans les années 30, 40, puis ainsi de suite, mais on la retrouve quand même assez loin dans le temps. Après la guerre de 14, elle était déjà plantée sur la commune de Venasque. Dans les monts de Venasque, les cerisiers sauvages poussaient naturellement. C'est en les observant que les paysans de la région ont commencé à les cultiver. Alors au début, on trouvait cette cerise plutôt dans les talus. Et puis les plantations un peu plus homogènes sont arrivées un peu plus tard. Et on a commencé à planter notamment ces variétés Burla, qui était la première variété qu'on a retrouvée. Et petit à petit, le commerce s'est installé autour de ça. Et il y a eu prolifération de plantations, le commerce a augmenté, et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Le terroir de la cerise des monts de Venasque, reconnu comme le fleuron de la cerise en France, s'étale sur 21 communes. Le label Mont de Venasque est né en 1977 et il est né autour de quelques copains qui ont commencé à avoir des cahiers des charges disant il faut mettre tel calibre en cerise parce que on vendait la cerise en fonction de la grosseur. Et en mettant en avant cette grosseur de cerise, donc on a mis en avant aussi des nouvelles qualités et qui sont devenues de plus en plus dégustatives. Et ce fait, les producteurs, eux, y ont cru et ça fait que nous en avons fait des grandes plantations, mais les gens en sont contents et ont espoir de pouvoir continuer, notamment nos jeunes, dans cette production. Pratiquement comme tous les fruits, comme tous les légumes, il faut les consommer le plus près possible de la cueillette. Et là, la cerise, c'est quand même une saison qui va pratiquement durer avec les cerisiers français presque 2 mois. Donc on a vraiment le temps de pouvoir consommer des cerises. Il faut savoir qu'en général, 6-8 jours, c'est un grand maximum de conservation dans les réfrigérateurs et toujours, comme tous les légumes, dans les parties où on conserve ça dans le bas du réfrigérateur. Nous, la cerise qu'on peut apporter aux consommateurs, c'est une cerise d'une fraîcheur pratiquement absolue, puisqu'on arrive à travailler sur pratiquement 80% des marchés que l'on a à jour plus 1, c'est-à-dire elle est cueillie aujourd'hui, celle que vous voyez, demain matin, la consommatrice, que ce soit à Paris ou dans d'autres pays, disons, relativement près de la France, elle pourra l'acheter.
Disons, le conseil qu'on peut donner, c'est une cerise, au plus elle est fraîche, au plus elle est brillante. Cette cerise peut aussi être transformée en confiture. Guy Martin nous conseille la recette d'Hélène. Alors, on prend les cerises, on les a équeutées. Là, on a déjà enlevé la queue, on les rince. Et le travail le plus long, ça va être en fait d'enlever le noyau. Comme je souhaite avoir une confiture qui soit assez concentrée au niveau du parfum, je fais une première cuisson pour évaporer un maximum de jus. Je mets moins de 500 g de sucre par kilo de fruits. Par kilo de fruits, dénoyautés et égouttés. Moi, je choisis une variété parmi ces variétés des cerises des Monts de Venasque qui est justement une chair bien foncée et une bonne tenue à la cuisson et également un bon parfum qu'on peut bien retrouver en confiture. En tartelette, en confiture, la cerise peut être déclinée et associée de multiples façons, mais Guy Martin a choisi aujourd'hui de les croquer à peine cueillies. Voilà, ben là, vous pouvez déguster, vous prenez Ah ouais, les là, mesures. Donc là, elles sont belles. Là, hein. Ah oui. Oh là là. Ah, il y a de la mâche. Il y a du fruit, c'est généreux. C'est long en bouche, ça a le bon goût de cerise. Je retrouve, ma grand-mère avait un cerisier, malgré qu'on était en Savoie, elle avait un cerisier, et je retrouve ce croquant, cette mâche de cette cerise qui donne envie de... Voilà. On retrouve cette ambiance du sud. Elles sont bonnes, elles sont dures, et j'adore par exemple avec des juste cuites comme ça. Si on veut les préparer, bien sûr, crues, c'est formidable, mais juste cuites avec un petit bouillon d'épices ou dans un flan, mais c'est magnifique. Le mode de consommation le plus classique, c'est cru. On mange la cerise comme un fruit, comme une pomme, comme une orange. Ce qui est intéressant avec le salé du côté de la cerise, c'est qu'on va avoir par rapport notamment à la fraise, qui est plutôt des textures quand même plutôt molles, on va avoir du mordant, on va avoir de la mâche. Et pour nous en cuisine, il y a la texture. Ça croque un peu comme dans une pomme, c'est pas tout flasque, c'est pas tout mou, il y a du goût, il y a du jus qui coule, c'est du vrai bonheur. Ça, c'est aussi dû à l'évolution variétale. Et pour beaucoup, parce qu'on est allé vers des cerises à chair beaucoup plus ferme, justement pour que les gens retrouvent ce croquant qui, dans des variétés antérieures, c'est une évolution de variétale qui veut ça, quoi. Elles sont parfaites. Dans cette région du Mont Ventoux, au nord de la Provence, le climat et le terroir se prêtent parfaitement à l'épanouissement des vergers de cerisiers. Les cerises arrivent dans nos assiettes de mai à juillet, la burla d'abord, puis la sumite et enfin la belge des Monts de Venasque qui fait la fierté des producteurs de la région. Dans son atelier cuisine, Guy Martin nous propose un mariage subtil d'épices et de condiments avec ce petit fruit rouge si parfumé. Épicerie fine, c'est un produit d'exception et une recette inédite pour le sublimer. Je vous propose aujourd'hui les cerises de Venasque aux épices douces et vinaigre balsamique. Dans un premier temps, prenez les cerises, équeutez-les, coupez-les en deux et ôtez le noyau. Une fois que mes cerises sont dénoyautées, je vais faire revenir mes épices afin que tous les goûts s'harmonisent entre eux. Ça sera vraiment un exhausteur de goût dans lequel je vais rajouter ces cerises, puis le vinaigre balsamique, sans oublier le cidre. À défaut de cerises de Venasque, prenez les cerises de votre cerisier ou des cerises en fonction des jardins, des vergers, des marchés où vous êtes. Ces noyaux de cerises, légèrement concassés, mis dans une mousseline, quand vous faites vos confitures, ça va donner un petit goût de noyau vraiment agréable.
Et en même temps, ces noyaux peuvent servir d'infusion. On dit qu'elles ont énormément de propriétés pour le corps, que c'est très très bon pour la santé. Alors, pourquoi pas les faire dans de l'eau pendant 20 minutes, filtrer et goûter. C'est bon froid, c'est bon chaud. Donc dans un premier temps, je vais torréfier mes épices dans une poêle. Tout simplement, je vais les chauffer. Les épices commencent à sentir, il y a du poivre, il y a de la muscade, de la girofle, du gingembre. C'est un savant mélange d'épices, hachées, mixées au dernier moment. C'est important de bien torréfier les épices, mais surtout, faites attention de ne pas les brûler, sinon une âcreté va se dégager. Là, elles sont bien revenues, bien torréfiées. Je vais ajouter les cerises. Je mélange les cerises aux épices. Il faut qu'elles soient vraiment bien enrobées de ces épices. Ces cerises qui ont de la mâche, qui ont de la texture, malgré la cuisson, vont rester mordantes quand on va les goûter. Il y aura vraiment de la texture. Voilà, cette opération demande 2-3 minutes, pas plus. Ensuite, je vais ajouter le vinaigre balsamique, alors si possible, de qualité. Maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter un bon cidre. Bien sûr, si vous pouvez choisir un cidre non pasteurisé, un cidre doux ou un demi-sec, ce sera formidable. La qualité du cidre aussi est importante. Versez bien à couvert. Laissez cuire quelques minutes et la recette est prête. Mes cerises sont bien confites, je n'ai plus qu'à les dresser dans une assiette creuse. Ces cerises peuvent être accommodées par exemple d'une glace vanille, d'une glace au yaourt, d'une glace aux amandes. Et je nappe généreusement de jus de cuisson. Maintenant, cette recette, vous allez la conserver au réfrigérateur pour la consommer froide. Bonjour et bienvenue dans mon émission Épicerie Fine. Je vous amène une nouvelle fois à la découverte d'un produit du terroir français et de son producteur. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Laurent Boulot, paludier à Guérande. Et bien sûr, retrouvez en fin d'émission mes astuces de chef et la recette du jour. Fenouil en croûte de sel de Guérande et beurre monté à la fleur de sel. Au sud de la Bretagne, l'homme et l'océan ont façonné au cours des siècles une presqu'île réputée pour son sel naturel, la presqu'île de Guérande. Située au nord du département des Pays de la Loire, les marais salants s'étendent sur une langue de 2000 hectares de sol argileux qui forment une prairie marine aux 1000 miroirs. Guérande vient du breton Gwenran qui signifie le pays blanc. Depuis le Moyen-Âge, le sel a permis à la petite cité de Guérande de s'enrichir, en témoignent ses remparts et ses fortifications. La région de Guérande, c'est la mer qui est pas loin. C'est vraiment une région avec des châteaux non plus très très loin. C'est une région qui est vraiment propice au tourisme. Et puis ce sel, je dirais, qui est une petite partie
de ce que peut donner le meilleur d'un terroir, un savoir-faire ancestral, plus de 1500 années, je crois, qu'on cultive, qu'on élève, qu'on fabrique ce sel. Laurent fait partie des paludiers. Il est vrai que depuis une vingtaine d'années, c'est un métier. Souvent, je suis un petit peu pessimiste par rapport à nos paysans, nos cultivateurs, nos éleveurs. Et là, je suis plutôt très optimiste parce que depuis une vingtaine d'années, vraiment, depuis qu'on a eu tous ces problèmes, depuis qu'on a besoin d'une identité, de comprendre d'où viennent nos ingrédients, on comprend le sel. Là, on comprend le sel qui est ramassé par les paludiers. Et en fin de compte, c'est un petit peu comme les moissons. Tout le monde y va au moment où il faut aller. Donc déjà, il y a un très gros travail d'automne, d'hiver pour préparer tous les canaux, pour préparer ces terrains argileux. Ce travail agricole demande beaucoup d'efforts aux paludiers. Chaque tâche s'effectue manuellement, à commencer par l'entretien des marais. Là, si on ne vient pas vérifier le bardeau, là, dans 2 jours, tout est parti. Donc le métier de paludier, c'est un métier d'observation. On observe, on analyse et après on agit. Laurent Boulot est paludier depuis 15 ans. En hiver, il entretient les talus de sa saline et nettoie les chenaux d'alimentation et d'évacuation. Elle doit être prête pour la récolte de l'été. Quand les coefficients de marée sont suffisamment élevés et que la mer monte suffisamment haut, il y a plein d'eau de mer donc, dans ces petits canaux et ces petits chenaux. Et donc ça permet de remplir les réserves d'eau qu'on appelle des vasières. Donc déjà, dans la vasière, eh bien, la salinité commence à augmenter. Après la vasière se trouvent d'autres séries de bassins que nous avons en contrebas du talus ici sur tout le pourtour et qu'on appelle les phares. Alors les phares, ce sont les bassins de forme, on va dire, rectangulaire. Tout au long de la circulation de l'eau dans ces phares, eh bien, l'eau va progressivement augmenter en salinité. Et enfin, la fin du circuit, donc, ce sont les œillets. Eh bien, la salinité atteint une telle concentration que y a un processus chimique qui s'opère, c'est-à-dire cristallisation du sel qui nous intéresse, à savoir le chlorure de sodium. Donc la vasière est derrière. Et puis à marée haute, la mer arrive là où se trouvent positionnées nos bottes. Et donc la mer va se remplir dans cette cuve. Et puis quand la trappe est relevée, eh bien, la mer remplit la vasière. Et puis quand on estime qu'on a suffisamment d'eau dans notre vasière, eh bien, on vient refermer la trappe. C'est le paludier qui commande l'entrée de l'eau de mer dans la cuve qui permet de remplir la vasière. Ça, c'est des travaux qui sont typiques de l'automne. Plus tard, en mars, il faudra algir, c'est-à-dire évacuer des salines et des bassins l'eau de pluie accumulée pendant l'hiver. Puis on habillera et chaussera la saline en enlevant la vase et les algues afin de reconstituer les digues d'argile, c'est-à-dire les ponts qui forment le circuit hydraulique et qui permettent de circuler dans la saline. On tasse aussi l'argile au fond des œillets pour obtenir des sols réguliers. À Guérande, tous ces travaux se font manuellement et nécessitent donc beaucoup de main-d'œuvre, un savoir ancestral et des gestes qui ont à peine évolué. Ce cheminement de l'eau qu'on peut suivre, bien, lui, il est clairement maîtrisé, on va dire, au Moyen-Âge, c'est-à-dire au IXe siècle de l'ère chrétienne. Finalement, on conquiert sur la mer des espaces de production, et ça, c'est un travail des hommes. Ça, c'est aussi la dimension, rien du paysage qui nous entoure est un paysage naturel, c'est un paysage qui est entièrement façonné de main d'homme. Et ce dont on a la certitude, c'est que les salines sur lesquelles on se tient là sont des salines qui étaient opérationnelles dès le XIVe siècle après Jésus-Christ. C'est quand même assez extraordinaire de se dire qu'il y a une continuité de l'activité salicole sur les mêmes parcelles depuis plus de 500 ans. Depuis la préhistoire, le sel est connu pour ses propriétés d'assaisonnement et de conservation des aliments. Dès l'Antiquité, cet élément naturel revêt une importance stratégique et économique considérable en participant à la survie des populations. Le sel a également permis à l'homme de partir explorer les mers et les océans de la planète. Pour les paysans,
C'était un moyen, donc il y a plusieurs moyens de conserver. Il y avait un moyen de fumer, donc on fumait notamment des jambons. On les mettait aussi dans la graisse de saindoux, et on les salait. Donc le sel a toujours été important pour les navigateurs, mais plus près de chez nous, c'était vraiment un moyen de conservation. Au-delà d'un moyen de salage du produit, c'était vraiment un moyen de salaison, notamment pour toutes les charcuteries. On était obligé de saler pour conserver. Partout dans le monde, en Chine ou en Éthiopie, le sel sert de monnaie ou d'impôt. En France, en 1343, Philippe IV instaure un monopole royal et un impôt, la gabelle, qui constitue à l'époque 6% des revenus du royaume. Elle est levée par des douaniers, appelés les gabelous. Puis, sous l'Ancien Régime, le sel est utilisé comme monnaie d'échange et peut faire office de salaire. Le mot salaire vient d'ailleurs du latin salarium, la ration de sel. Le sel a toujours été une monnaie d'échange, depuis qu'on connaît le sel. Parce que mon grand-père, l'hiver, donc qui était savoyard, partait avec son mulet une partie de l'hiver et descendait comme ça et allait dans le Val-de-Loire, aller chercher notamment du sel. Et ils échangeaient des tomes, ils échangeaient de la laine, puisqu'ils avaient des moutons, contre notamment du sel où il n'y avait pas de sel en montagne. Alors dès que j'ai pu y aller, dès que j'ai commencé à cuisiner, je suis allé m'imprégner, on va dire, un peu sur la route de mon grand-père et m'imprégner de toute une tradition. En fin de compte, on s'aperçoit, moi qui suis allé quand j'étais un tout jeune chef et qui y vais à peu près tous les 2-3 ans, on s'aperçoit que la technique, elle a quand même évolué, mais qu'on est resté dans à peu près les mêmes outils, notamment pour ramasser le sel et cette fleur de sel, qu'en fin de compte, il y a eu très très peu d'évolution. Et en même temps, grâce à la technique notamment des perches télescopiques, avec des matériaux beaucoup plus légers que les anciens en bois, de bois de châtaignier, enfin il y a eu différents types de bois en fonction des périodes. Grâce à la technologie, on a pu aider les paludiers à ce que la vie soit un petit peu moins dure. Les marais salants de Guérande produisent en moyenne 10 000 tonnes de sel par an. Sa qualité a enfin été saluée début 2011 par l'attribution d'une indication géographique protégée, mais ces marais ont bien failli disparaître dans les années 70. On projetait d'y construire un complexe immobilier. Voilà, il y avait effectivement une politique qui était plus ou moins de la disparition des marais salants pour en faire des zones touristiques. Et donc, il y avait des projets de rocade sur Guérande, sur la Baule, qui devait rejoindre la Baule et qui à terme allait certainement sacrifier une grande partie des marais salants, puisque l'hydraulique était très très fragile. Donc nous on s'est bagarré et pour faire face à une machine qui était quand même un bulldozer. Voilà, on avait perdu devant le Conseil d'État, tribunal administratif, et donc petit à petit, voilà. On a un peu redonné un peu à ce bassin, comme au marais de Guérande, ses lettres de noblesse. On a mis sur pied une formation. On a vraiment de l'avenir devant nous, quoi. Cette obstination des paludiers à transmettre leur savoir-faire a permis de renouveler les générations de professionnels. Je suis passé par le stage paludier en 1995. Donc moi, je ne suis pas issu d'une tradition familiale de père en fils et de grand-père en petit-fils, puisque les seuls liens qui m'unissent au marais salant et à la profession paludière, c'est un petit clin d'œil à l'histoire. C'est un arrière-grand-père qui était gabelou, c'est-à-dire douanier du sel au Pouliguen dans les années 1900. Eh bien, j'ai jeté mon dévolu dans les marais salants de Guérande pour devenir paludier à Guérande. Laurent participe lui aussi à cette transmission en formant à son tour un jeune paludier qui l'accompagne tout au long du cycle de production. Et ensuite, quand on va ramasser ce sel ou ces cristaux de fleurs de sel, ça va être quelque chose de magique. Quand la récolte arrive, eh bien, les journées du paludier sont assez longues, donc en général, eh bien, on se lève avant le lever du soleil et puis en général, on se couche après lui. Bon, on sait qu'une récolte moyenne ne dure que 30 jours, donc voilà, il s'agit d'être suffisamment aguerri physiquement pour tenir pendant cette période-là. Donc pour la récolte du gros sel, on fait le tour de cet œillet en créant de fines vaguelettes qui vont venir faire rouler les cristaux de gros sel vers les ronds d'argile qu'on appelle les ladures.
Donc une fois que ce gros sel est rapproché de la ladure, eh bien on le hisse, on dit trousser, on trousse le gros sel sur cette ladure et donc le stockage intermédiaire sur cette ladure permet au gros sel de s'égoutter quelques heures avant la reprise à l'aide d'une brouette en bois. Alors le gros sel est gris puisque notre sel n'est ni lavé ni raffiné, contrairement au sel industriel. Et donc le gros sel, comme il est récolté sur un fond argileux, eh bien, il contient un peu de ce qu'on appelle des insolubles, principalement constitués de poussière d'argile. Et puis sinon, concernant la cueillette de la fleur de sel, donc là on utilise une lousse à fleur de sel qui permet de cueillir délicatement les fins cristaux de fleur de sel qui se sont agglomérés en fines plaques à la surface de l'eau. On cueille délicatement cette fleur de sel si fragile qui coulerait même de peur par un geste maladroit du paludier ou alors de peur par des bourrasques de vent. Et c'est vrai qu'on va s'atteler à la cueillette délicate. Alors après, l'utilisation en sera différente en cuisine, puisque le gros sel est plutôt réservé à la grosse cuisine, qu'on appelle classiquement la tambouille, quoi. Et puis la fleur de sel, elle, est plutôt réservée à la grande cuisine, en assaisonnement final, sur l'assiette, une fois que l'assiette est garnie. Ce que les Français appellent du sel normal, c'est du sel moulu. Donc le sel moulu, c'est du gros sel broyé. Voilà. Mais il existe donc le gros sel, avant qu'il soit broyé, si tant est qu'il doit l'être, ou bien la fleur de sel. Alors c'est vrai que chez moi, du sel normal, ce que les gens appellent du sel normal, non, j'en ai pas, parce que je me sers de gros sel et de fleur de sel. Autrefois, le sel, une fois cueilli, était stocké dans ces petites cabanes appelées salorges avant d'être vendu. Aujourd'hui, le circuit de production a bien changé. Le sel s'est stocké dans ces salorges traditionnelles. Bon, aujourd'hui, c'est différent, parce que les volumes sont un peu différents, mais il reste encore des salorges traditionnelles sur les marais salants. Alors maintenant, bon, les paludiers s'en servent principalement pour en ranger leur matériel. Il y a peu de salorges qui contiennent encore du sel, mais bon. Là, vous avez donc le gros sel. Le gros sel qui est stocké dans des alvéoles. Chaque alvéole fait à peu près 1800 tonnes. Et donc le gros sel qui est récolté sur le marais va être stocké pendant environ 3 ans dans ces alvéoles. Pour 2 raisons. Un, il faut que le sel s'égoutte. Il y a un temps d'égouttage qui est nécessaire. Et en plus, on a la nécessité d'avoir 3 ans de sel pour pouvoir être certain de répondre, si vous voulez, aux demandes de nos clients. C'est vraiment un stock stratégique pour nous. Et pour ensuite rentrer dans cette grand atelier où il va être simplement tamisé et mis en sac et en boîte. Alors, ce qui a fait le succès du sel de Guérande, c'est avant tout son aspect 100% naturel. C'est-à-dire que c'est un sel qui va être non traité, non raffiné et dans lequel on va mettre aucun additif. C'est toute la différence, effectivement, avec les sels industriels qui sont rendus chimiquement purs pour devenir parfaitement blancs, les sels que vous voyez aussi quelquefois dans les grandes surfaces. Donc le sel de Guérande a véritablement créé ce segment de marché qu'on appelle aujourd'hui les sels de terroir ou les sels d'origine. Où n'oublions pas, nous avons en face de nous des concurrents qui sont principalement des grands groupes industriels qui ne nous font pas de cadeaux. Alors c'est vrai que notre sel, il coule un petit peu moins bien que les sels industriels. Il y a même certains consommateurs qui mettent des petits grains de riz dedans pour que ça coule mieux. Mais l'avantage, c'est qu'il est 100% naturel et on préserve toutes les qualités organoleptiques du sel, notamment sa richesse en oligo-éléments. Les productions n'ont rien à voir, c'est-à-dire qu'ici, le sel est totalement récolté à la main, comme vous le savez, par les producteurs, alors qu'effectivement, dans les mines de sel, bien entendu, c'est totalement mécanique, et dans les grandes tables de marais salants, notamment méditerranéennes, c'est récolté à l'aide de bulldozers sur des salines qui vont faire environ 10 000 m². Ici, chaque œillet, vous l'avez vu, c'est 70 m², et c'est géré de façon totalement manuelle par les producteurs. Le sel de Guérande, la qualité, elle est là, et il n'y a pas d'industriel. Il ne peut pas y avoir un amalgame, on ne peut pas se tromper, parce que parfois c'est un peu difficile quand dans la même région, eh bien, il y a un industriel et puis des petits producteurs. Prendre un sel de Guérande, c'est pas se tromper. Prendre un sel de Guérande, c'est être sûr d'avoir une qualité, c'est être sûr que derrière, il y a des hommes qui ont respecté la nature à tous les niveaux. C'est être sûr qu'il n'y a pas de produits qui sont rentrés dans ce sel. Il est naturel, il a été ramassé, stocké, mis
dans différents conditionnements et apporté sur les tables. Voilà. Il n'y a pas d'autre transformation. Il n'y a pas de rajout. Voilà, il est séché, géré naturellement. Il a été trié sur des tamis. Parce qu'on le comprend bien, aujourd'hui, le consommateur veut une régularité. Donc c'est vrai que le consommateur aujourd'hui est aussi beaucoup plus facile quand on sale si tous les grains sont de la même grandeur, de la même grosseur. Et puis ce sel, je dirais, qui est quand même anecdotique par rapport à la consommation de sel industriel qu'on peut trouver sur les tables, que l'on va acheter, c'est, je dirais, une petite partie. La part, ce qu'on représente sur le marché du sel est totalement insignifiant. Je crois que c'est à peu près 4 millions de tonnes de sel qui sont utilisées en France, que ce soit dans l'industrie, sur les routes, etc. Et à peu près 380 000 tonnes qui sont utilisées dans l'agroalimentaire. Et nous, notre production est de l'ordre de 10 000 tonnes par an. L'export, aujourd'hui, représente 15% de notre chiffre d'affaires, alors qu'il y a encore 7-8 ans, il ne représentait que 1 ou 2% de notre chiffre d'affaires. Donc on a vraiment bâti toute une stratégie de développement à l'export, notamment via les grands chefs cuisiniers qui sont vraiment les ambassadeurs des produits français et des produits de qualité. J'aime ce contact déjà au doigt. C'est-à-dire, si je cuis une côte de veau, au dernier moment, je vais mettre quelques cristaux de fleur de sel dessus. Je dirais la fleur de sel, ça va être mon sel fin. La fleur de sel va uniquement être là en qualité d'ingrédient de salage, mais pas en qualité de cuisson. Je ne vais pas me servir de la fleur de sel, ça serait trop dommage de cuire la fleur de sel. Le sel de Guérande, le gros sel va très bien. Alors, ça peut être un poisson, un bar, une dorade. Le sel permet aussi de cuire les poissons ou les viandes en préservant parfaitement leur chair. C'est la fameuse cuisson en croûte de sel. La cuisson au sel, elle va permettre de cuire comme dans une cocotte. Voilà. Ça va être vraiment une cuisson qui est très... qui fait partie des cuissons, qui fait partie des cuissons comme cuire à la poêle, comme rôtir. Et c'est une cuisson qui est magnifique. Quand vous avez notamment une belle croûte de sel comme ça, bien jolie, parce que vous pouvez donner un petit peu la forme du poisson, par exemple, que vous la cassez, et ensuite vous séparez, vous ouvrez, vous ôtez le sel, et vous servez là, c'est magnifique. Ça fait des cuissons avec des poissons notamment qui sont vraiment servis nacrés. Je suis fier d'exercer le métier de paludier parce que je trouve magique de pouvoir récolter du gros sel et cueillir de la fleur de sel à partir d'une eau salée qui va circuler sur un fond argileux dans un site magique et enchanteur que sont les Marais Salants. Je sais qu'en choisissant ce sel, jamais vous serez déçus. Le sel de Guérande coûte néanmoins 2 fois plus cher que le sel industriel, du fait de son mode de production traditionnel. Maintenant, il ne faut pas non plus culpabiliser les gens, chacun en fonction de son porte-monnaie, de son budget. Voilà, le sel, ça reste du sel. Là, je vous ai juste montré, pour moi, le haut du panier. Le sel que j'utilise, le sel que j'aime, le sel qui a du goût. Et sans ce sel, on sait très bien que la vie serait insipide. Tous nos produits n'auraient pas de goût. Comment les assaisonner, comment conserver. Et chaque fois que j'utilise du sel, que ça soit en Savoie, à Paris, dans mes restaurants, j'ai toujours ce voyage, ces couchers de soleil, ces levées du jour comme ça, de cette belle région où ce sel est ramassé. Avec ses 10 000 tonnes annuelles, la production du sel de Guérande reste confidentielle, mais la qualité de ces petits grains grisés n'en est pas moins exceptionnelle. Elle a d'ailleurs été saluée il y a peu par une indication géographique protégée. Le chef Guy Martin ne saurait s'en passer et nous invite dans son atelier à une réinterprétation de la cuisson en croûte de sel. Épicerie fine, c'est un produit d'exception et une recette inédite pour le sublimer. Aujourd'hui, je vous propose fenouil en croûte de sel de Guérande et beurre monté à la fleur de sel. Pour cette recette, vous avez besoin de fenouil, de sel de Guérande et de fleur de sel, des œufs, du beurre pour le beurre monté, des graines de fenouil et de la farine pour la pâte à sel. Dans un premier temps, ajoutez 2 œufs dans la farine.
malaxer avec le bout des doigts, puis ajouter le sel de Guérande. Ajoutez l'eau. La farine est pratiquement toute incorporée. Vous pouvez ajouter les graines de fenouil. Les graines de fenouil vont donner ce côté anisé à cette pâte. Je vais réserver cette pâte et préparer le fenouil et le beurre monté. Je vais donc partager ma pâte pour enrober un fenouil. Je vais légèrement fleurer mon plan de travail et étendre ma pâte. Vous étendez cette pâte et vous la coupez aux dimensions du fenouil. Voilà, ma pâte est coupée aux dimensions du fenouil. Avec un jaune d'œuf, je vais légèrement dorer déjà un petit peu l'intérieur, ce qui va permettre au fenouil d'encore mieux adhérer à cette pâte. Je vais maintenant positionner le fenouil à l'intérieur de la pâte et rabattre les côtés de la pâte sur le fenouil. Il ne me reste plus qu'à cuire le fenouil une quarantaine de minutes. Maintenant, je vais réaliser le beurre monté à la fleur de sel de Guérande. Dans une casserole, je verse de l'eau. Une fois que l'eau est tiède, je vais incorporer le beurre. L'eau tiède avec le beurre va donner une consistance épaisse. Le beurre monté est prêt, il n'y a plus qu'à finir la recette. Les fenouils sont cuits, le beurre monté est prêt, je vais dresser le fenouil au beurre monté. Attention de ne pas vous brûler, la plaque est chaude, les fenouils sont chauds. J'ai uniquement ôté la pâte à sel, puis j'ai séparé en deux le fenouil. Maintenant, je vais légèrement le napper de beurre monté à la fleur de sel de Guérande. La recette est maintenant terminée. Fenouil en croûte de sel de Guérande, beurre monté à la fleur de sel. Je vous souhaite une très belle dégustation et je vous dis à bientôt dans mon émission Épicerie fine pour une nouvelle recette inédite.